Monsieur Hama Amadou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à une interview exclusive pour Opinion Internationale. Vous avez été à 3 reprises Premier ministre du Niger, vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous êtes à la tête d'une des principales forces d'opposition, même je crois de la principale au Niger. Vous avez été 2 fois candidat à la présidence de la République. En 2016, vous avez mis en ballottage le président ensuite élu et en 2020, empêché de concourir en 2020. Donc, mais évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes à Paris, déjà, comment allez-vous vous-même? Pour le moment, je vais bien et précisément à la suite des élections de 2020. Et pour une raison que j'ignore, on m'a accusé d'avoir suscité des émeutes suite aux résultats catastrophiques qui avaient été annoncés. On m'a arrêté et je me suis retrouvé en prison et le 1er mars 2021, pardon. Et j'étais tombé malade à nouveau. J'ai été évacué et depuis lors, je suis en évacuation sanitaire ici en France. D'accord. Donc vous ne pouvez pas rentrer au Niger? Si, maintenant que la situation a évolué dans un sens beaucoup plus, où les perspectives sont meilleures pour toute l'opposition, pas seulement pour moi et pour les Nigériens, je pense que je vais retourner pour faire face éventuellement à toutes les éventualités. Alors, on va en parler bien entendu. Comment évaluez-vous, jugez-vous la situation de votre pays aujourd'hui? Un coup d'État a eu lieu il y a quelques semaines. Il y a eu une réaction de la CEDEAO et de la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'Union européenne, d'autres pays qui ont pris des positions différentes. Comment évaluez-vous la situation? Bon, je dirais que c'est une situation de crise réelle parce que les conséquences du coup d'État ont quand même eu des effets qui risquent de peser lourdement sur la vie au quotidien des Nigériens. Seulement, l'impression que j'ai, c'est que tout le monde juge le coup d'État sans avoir demandé au préalable son avis à la population du Niger. Quand on parle de démocratie, c'est une excellente chose. Mais est-ce l'élection d'un président démocratiquement qui constitue la panacée ou est-ce la bonne gouvernance qui devrait naturellement résulter d'une élection démocratique? Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas eu de bonne gouvernance vous savez, tous les coups d'État, les précédents présidents et l'actuel. Tous les coups d'État sont la résultante d'une mauvaise gouvernance. Mais l'esprit des Occidentaux en particulier est toujours focalisé sur des élections. Or, les élections elles-mêmes ne font pas l'objet d'un diagnostic sérieux. Parce que quand on empêche aux candidats potentiellement dangereux pour le candidat du pouvoir et qu'on soit obligé de les enfermer ou de les entraver ou d'empêcher qu'ils soient candidats, aller aux élections dans ces conditions n'est pas très démocratique. Et ça, personne n'en parle. Quand on met son adversaire en prison pour pouvoir évoluer tout seul en campagne électorale, ce n'est pas très démocratique. Néanmoins, à la fin des élections, et de manière générale, tous les gens qui aujourd'hui critiquent le coup d'État s'empressent de féliciter avec beaucoup d'enthousiasme et quelqu'un qui a été élu dans des conditions très discutables. Mais cette critique, on peut aussi l'adresser aux chefs d'État africains. La CEDEAO s'est rangée ou a suivi ou a précédé la position de pays comme la France, les États-Unis, l'Union européenne. Il faut simplement reconnaître qu'en Afrique, il y a une certaine manière d'organiser et de gagner les élections. Si je parle du Niger, ce que je dis du Niger n'est peut-être pas aussi faux en ce qui concerne les autres pays. Et probablement tous ceux qui s'agitent pour menacer le Niger d'une guerre
dont je ne connais pas le motif, puisqu'on ne peut pas aller faire la guerre à un pays sous prétexte qu'il doit obligatoirement pratiquer la démocratie. N'est-ce pas? C'est au peuple de choisir quel est le régime qui lui convient. Mais quel que soit le régime, ce qu'attend un peuple, c'est la bonne gouvernance. C'est les résultats de la gouvernance qui lui permettent d'améliorer ses conditions de vie. Ce n'est pas juste se parer de l'habit du démocrate et espérer que ça suffit au peuple pour que... Est-ce à dire que vous considérez que l'intervention de l'armée nigérienne, ou d'une partie de l'armée nigérienne, était nécessaire, voire inévitable? Bon, vous savez, quand on dit une partie de l'armée, ce n'est plus vrai à partir du moment où toute l'armée a assumé collectivement le coup d'État. Donc ce n'est plus une question de faction, c'est une question qui concerne l'armée dans son ensemble. Dès lors, le problème ne peut plus être, comme le suggèrent certains chefs d'État de la sous-région, une affaire d'opération de police pour régler rapidement le cas des putschistes. Il faut alors combattre l'ensemble de l'armée nigérienne. Et dans ces conditions, l'opération de police risque de tourner, malheureusement pour la sous-région, à une catastrophe sous-régionale. Et je me demande si, au nom d'un individu, il est éthique de décider d'aller frapper un pays et sans avoir au préalable demandé l'avis de la population, puisque ceux qui vont mourir, ce sont les citoyens ordinaires qui n'ont rien à voir avec le coup d'État. Donc vous condamnez les prises de position de la CEDEAO qui sont très fermes et qui même s'est préparée à une intervention militaire. Je ne dirais pas que leur position est ferme. Je trouve qu'elle est excessive. Quand il y a une situation qui se crée au niveau d'un pays membre de la CEDEAO, le bon sens et la raison commandent que l'on s'interroge d'abord sur les raisons qui ont conduit à ce coup d'État, qu'on approche les putschistes eux-mêmes pour savoir pourquoi, avant de commencer à faire tomber des sanctions extrêmement méchantes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et sur l'ensemble du pays, parce que les sanctions ne sont pas prononcées contre les putschistes, mais contre la population du Niger. Est-ce que, alors nous le rappelions en ouverture de l'interview, le pouvoir en place jusqu'à ce coup d'État vous a souvent mené la vie dure. En 2016, vous aviez fait campagne en prison. Vous avez mis en ballottage M. Issoufou du fond de votre prison. Tout à fait. M. Bazoum, Mohamed Bazoum, pareil, vous a, enfin en tous les cas... Pour que je ne les gêne pas, oui. On m'a empêché d'être candidat. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de la situation de M. Bazoum aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet pour lui? Il est actuellement retenu contre son gré au Niger. Que pensez-vous de sa situation? Quand vous dites qu'il est retenu contre son gré, mais je rappelle que c'est un coup d'État. Et naturellement, jusqu'à ce que M. Bazoum accepte de signer sa démission, il serait mal avisé de la part des militaires de le laisser partir. Parce qu'à ce moment, on aurait effectivement, s'il s'en va, un gouvernement légitime, surtout au niveau des Français, en exil. Et dans ces conditions, quelle est la situation dans laquelle le pays allait se retrouver? Donc, il est évident, puisque c'est un coup d'État, tout naturellement, il faut s'y attendre, c'est qu'il soit retenu. Il est prisonnier, mais du moment qu'il le garde au niveau de la présidence, je pense que son sort n'est pas si mauvais que ça. Moi, j'ai connu les geôles nigériennes. Et les conditions, je peux vous l'assurer, ne sont pas des hôtels de première classe. Hein. Au contraire. Donc, en ce qui concerne son sort, moi, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ce qui va advenir de lui, dans la mesure où c'est un coup d'État dans lequel même une fourmoune n'a pas été blessée. Il peut y avoir des coups d'État sans effusion de sang.
notamment pour un chef d'État. Dans ce cas précis, c'est un coup d'État sans effusion de sang, n'est-ce pas? Et Bazoum lui-même n'a été ni maltraité, ni menacé de quelque manière que ce soit. Il a son téléphone, il communique avec tout le monde, ce qui montre bien que c'est un coup d'État assez particulier. Parce que la première des choses dans un vrai coup d'État, c'est le prendre et aller l'enfermer dans un endroit où le cas de M. Tanja est assez illustratif du comportement habituel des putschistes quand ils attrapent un chef d'État. Tel n'est pas le cas avec Bazoum. Donc moi, je ne crée rien pour Bazoum. Par contre, ce qui serait dangereux pour Bazoum, c'est qu'il y ait une intervention militaire. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui va arriver n'ira certainement pas dans le sens du bien-être de Bazoum. Vous en convenez? Monsieur Amadou, la question c'est comment sortir de cette crise? Comment sortir de cette crise? Alors il y a un élément nouveau qui est survenu pas plus tard qu'hier, c'est que le ministre des Affaires étrangères algérien, porte-parole, j'ai envie de dire, du président Tebboune, a fait une proposition, un plan en 6 points de sortie de crise, en proposant grosso modo une période transitoire de 6 mois, qui devrait déboucher sur une solution civile qui pourrait être arbitrée ou organisée par une personnalité civile. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative? Moi, je pense que c'est la meilleure démarche qui a été entreprise depuis le début de la crise. Et c'est une démarche que la CEDEAO elle-même aurait dû avoir et non pas utiliser tout de suite les canons de la menace et tout ce qui y ressemble. Je pense que le président algérien a eu la bonne attitude. Maintenant, il faut qu'il arrive à en convaincre la CEDEAO, le président de la CEDEAO. Et je suis convaincu que du côté des militaires nigériens, c'est une approche qui est beaucoup plus conforme à ce qu'ils espéraient. Et maintenant, tout le reste est une question de négociation. Et je pense que l'Algérie pourrait jouer ce médiateur-là, puisque quand on voit au niveau de la CEDEAO, en réalité, ils ont coupé les voies de la médiation, puisqu'ils ont une attitude très fermée. Mais l'Algérie peut jouer le médiateur entre les militaires, la CEDEAO. Alors, il y a un point qui m'a... Et la France. Oui, il y a un point qui a attiré plus particulièrement mon attention dans ce plan proposé par l'Algérie. Elle propose un processus de transition accompagné d'assises politiques inclusives qui seraient menées donc dans les 6 mois par une autorité, et là je cite, par une autorité civile exercée par une figure consensuelle et acceptée par toutes les couches de la classe politique du Niger. Et en lien, fermez les guillemets, et en lien avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Pourriez-vous être cette personnalité consensuelle? Non, je ne pense pas, puisque je suis d'abord chef de l'opposition nigérienne, donc je suis très typé. Et de l'autre côté, je ne pense pas que dans le contexte actuel, mon rôle soit de jouer un rôle de président de transition, n'est-ce pas? Je pense qu'on pourrait trouver cette personnalité au Niger, qu'elle soit politique ou pas politique, mais je pense que si, conformément aux souhaits des Algériens, il s'agit de réunir tout le monde pour demander leur avis, et il va de soi que cette personnalité peut être trouvée par l'ensemble des acteurs qui vont évidemment juger de l'intégrité de la personne et de sa neutralité politique. Parce que c'est extrêmement important que la personne soit politiquement neutre. Donc, mais il faut encore que les militaires qui ont fait le coup d'État conviennent que cette personnalité également leur convient. Voilà. Alors, plusieurs questions. Lorsqu'il y a un coup d'État, ce qui souvent arrive, c'est que les putschistes restent au pouvoir longtemps. Là, l'Algérie propose une période transitoire de 6 mois, mais on voit que dans les pays où des coups d'État ont eu lieu, souvent effectivement sur des problèmes de gouvernance des pouvoirs précédents, soit en Guinée, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Gabon également, où également la situation bouge fortement. Est-ce que votre crainte principale, ce n'est pas que les militaires veuillent rester au pouvoir pour longtemps et donc
qu'un chef de l'opposition comme vous se trouve finalement empêché de prétendre à la magistrature suprême par un vote démocratique parce que les militaires voudraient garder le pouvoir? Vous savez, en ce qui concerne précisément ma personne, je n'ai pas cette préoccupation. Ma principale préoccupation est que mon pays ne soit pas l'objet d'une guerre pour des raisons politiques. Deuxièmement, la durée que les militaires vont tenter d'avoir sur le pays n'aura de l'importance que par rapport à ce qu'ils entendent faire durant cette période. Parce qu'au Niger, il y a quand même beaucoup de questions à régler. La première des choses, il faut refaire une constitution qui empêche à l'avenir les coups d'État. Une constitution qui permette de contraindre les civils qui vont arriver au pouvoir à faire de la bonne gouvernance. Parce qu'après tout, la démocratie doit servir l'intérêt de la grande masse des populations et non servir ceux qui ont été élus. Or, jusqu'à présent, la Constitution permet des pratiques perverses de cette nature. Et deuxièmement, il faut aussi que la Constitution favorise l'alternance. Dans un système politique qui nie la nécessité de l'alternance, il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance. Dans un système politique où le président de la République peut faire semblant de partir, comme Issoufou l'a fait, et mettre un de ses camarades à sa place, comme ils disent, c'est empêcher les sanctions qui sont liées à la gouvernance. Parce que là, je me protège en mettant un ami. Il faut que la Constitution puisse empêcher des pratiques mafieuses de cette nature. Il faut donc repenser entièrement la Constitution. Il faut aussi empêcher que la Constitution n'instaure une sorte de royauté déguisée. Ce qui est souvent le cas en Afrique, malheureusement. En Afrique, mais quelles que soient les constitutions, non, malheureusement. Non, si on crée si on veut s'inspirer de la Constitution française, c'est évident. C'est évident parce que la Constitution française est d'esprit royaliste, il faut se dire la vérité. Le président de la République a tous les pouvoirs. Je prends par exemple dans nos constitutions, le président est chef de l'exécutif par élection. Le président est chef de l'Assemblée à travers la majorité parlementaire qu'il se donne. Donc vous appelez une constitution reposant sur des contre-pouvoirs réels. D'accord. Et le président de la République est chef suprême de la magistrature. Le président de la République est chef des armées. Le président de la République est chef de l'administration. Tous les pouvoirs qui peuvent exister dans le pays sont entre les mains d'une seule personne. Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne gouvernance avec un tel système? Alors, il est vrai qu'il y a d'autres pays que la France qui sont peut-être un peu plus exemplaires en matière de contre-pouvoir institutionnel. Nous devons cesser de regarder ce que les autres font chez eux et réfléchir par rapport à notre propre mentalité et à nos habitudes culturelles relativement au pouvoir pour réfléchir à un nouveau système qui nous évite de tomber dans le piège des élus qui font du pouvoir leur propriété et du pays leur patrimoine. Il faut que ça s'arrête. Donc moi je suis d'accord que les militaires prennent le temps de corriger toutes ces défaillances. En relation avec les personnalités politiques comme vous? Voilà, en relation avec tout le monde, pas seulement avec des hommes politiques, parce que les hommes politiques auront tendance à réfléchir par rapport à leurs intérêts personnels. Or moi, je ne veux pas être dans un tel cas de figure. Je veux que ce soit une réflexion menée par l'ensemble des Nigériens. Mais à laquelle vous ne prendrez pas? Forcément, puisque je suis également Nigérien. D'accord. Alors la France, la junte au pouvoir a demandé le départ de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. La France a refusé son départ. Il devait quitter le sol nigérien dimanche. Il est toujours au Niger. Que pensez-vous de la situation, de sa situation? Bon, il faut se dire la vérité. Je pense que la France est en train de commettre une grosse erreur.
la France n'a pas signé des accords avec un régime. Il a signé des accords avec un État. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France, par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique, n'est pas de nature un peu néocoloniale? Vous tiendriez le même discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne? Absolument. Vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CEDEAO? Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Si au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien à trouver à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays? La France peut dire « mes intérêts, évidemment, sont en jeu ». Ça c'est vrai. Mais est-ce par la force que la France peut entretenir des rapports qui vont préserver ses intérêts avec le Niger? Non, je crois au contraire que c'est en s'inscrivant dans le respect de la souveraineté du Niger que la France peut discuter avec les nouveaux gouvernants, ils peuvent même attendre simplement que les dirigeants civils démocratiquement élus, comme ils disent, soient en place pour rediscuter avec eux des modalités de la présence de la France dans le territoire. Maintenant, les nouvelles autorités, parce qu'il n'y en a pas d'autres, demandent à l'ambassadeur de venir parler avec eux. L'ambassadeur dit officiellement qu'il ne les reconnaît pas. Mais s'il ne les reconnaît pas, à quoi servira sa présence au Niger? S'il ne peut pas parler avec les putschistes, ne fût-ce que dans l'intérêt de Bazoum, à quoi sert sa présence au Niger? Donc il est là actuellement comme un immigré sans papier au Niger, puisqu'il n'est plus ambassadeur. Donc vous vous joignez à la parole des putschistes en demandant son départ? Non, en tant que Nigérien, je dis qu'on doit respecter la souveraineté de notre pays. Même si cette souveraineté, pour le moment, est, comment dirais-je, accaparée par la force, par des militaires, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de pays sans dirigeants. Donc il faut souffrir le temps de leur présence et tenter, par le dialogue, de régler tous les problèmes qu'ils soulèvent. Donc je pense que c'est une erreur de la France de dire à son ambassadeur de ne pas aller répondre à la demande qui a été faite par les militaires pour discuter avec M. Ité. S'il refuse d'y aller, il n'est plus ambassadeur. En tout cas, jusqu'à ce que Bazoum revienne. Donc il ne sert à rien parce qu'au Niger, on a l'habitude des coups d'État. C'est le 5e coup d'État qui intervient au Niger. En dehors du coup d'État de 1974, où le président Kounché a pris son temps, puisqu'il a régné pendant 13 ans, et le Conseil militaire suprême, avec Ali Chebou, qui a poursuivi le mandat jusqu'en 1993, c'est le seul système de coup d'État qui a permis d'avoir un régime militaire de longue durée.
Ensuite, il y a eu le coup d'État du général Barré. Ça a duré 3 ans. Et on sait comment ça s'est terminé. Un règlement de compte entre eux. Ensuite, il y a eu le coup d'État de Tanja. Sans qu'on leur demande quoi que ça, c'est eux-mêmes qui ont proposé 9 mois. Ensuite, il y a eu le coup d'État, le coup d'État de choses, comment il s'appelle? Oui, le coup d'État contre Tanja. Oui. Ça a duré 12 mois, 13 mois. Donc, sans contrainte, sans pression de qui que ce soit, naturellement, ils agissent dans l'esprit d'une régulation démocratique. Le système est bloqué, il faut le débloquer. On le débloque et on se retire. Jusqu'à présent, c'est la mentalité qui prévaut au niveau des militaires nigériens. Donc, moi, je ne doute pas qu'ils s'inscrivent dans la même logique parce que les Nigériens, vous voyez comment les populations sont sorties. Au début, on dit non, c'est Niamey, c'est le chef de l'opposition, donc ça s'explique. Mais quand, jusqu'aux plus petites communes du Niger, sortent pour soutenir les militaires, le discours devrait changer. Ce n'est plus une affaire de l'opposition. Ce n'est pas une affaire de régionalisme. Ce n'est pas une affaire d'ethnicisme. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou, vous allez rentrer bientôt au Niger. Vous souhaitez y rentrer? Bien sûr. Et n'était-ce point les problèmes des avions qui compliquent l'existence, je serais déjà rentré. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Nigériens de France et de la communauté internationale? J'ai un message à adresser aux Nigériens qui sont au Niger, mais également à la diaspora nigérienne qui se trouve un peu partout dans le monde. Parce que la situation qui prévaut ne peut laisser aucun Nigérien indifférent. Il ne s'agit pas dans cette situation de se mettre en avant ou de mettre en avant ses intérêts personnels. Il s'agit de défendre les intérêts de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, aussi misérable soit-il. C'est notre patrimoine commun. Mais ce n'est pas un pays misérable, je tiens à le préciser. Ben, c'est ce ça que, ne l'est pas. Quand j'écoute les médias internationaux, la première des choses, le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors qu'avec ses richesses naturelles, le Niger est loin d'être le pays le plus pauvre du monde. Et donc, juste pour la remarque, je tenais à le dire. Je dirais simplement aux autres Nigériens que c'est notre patrimoine commun. Donc, tout ce qui peut contribuer à le détruire, de notre fait, nous devons l'éviter. Nous n'avons pas intérêt à tomber dans le piège des provocations, et notamment vis-à-vis de la France. Les Français qui sont au Niger savent que les Nigériens sont des gens pacifiques qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec les étrangers de toute nationalité. Jamais vous ne verrez un étranger dire qu'au Niger, il a vécu les tourments de la xénophobie. Jamais. Donc nous devons continuer à conserver cette culture, parce que cette culture est fondamentalement nigérienne. De l'autre côté, nous ne devons pas tomber dans les pièges de la provocation en nous attaquant à des ambassades ou à des militaires. Parce qu'alors, nous donnerons nous-mêmes l'occasion à ceux qui veulent la guerre de justifier, de légitimer une intervention militaire. Donc, ce que je demande à tous nos compatriotes nigériens, où qu'ils soient dans le monde, de transmettre à ceux qui n'ont pas entendu ce message. De paix, d'alternance démocratique, de partenariat avec la France et le reste du monde. Oui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Je vous remercie également de m'avoir donné la possibilité de parler aussi franchement. Et je suis Parce sûr qu'il faut qu'on apprenne à se parler franchement. Franchement, ça fait partie de l'amitié. Ouais. Et je suis sûr que votre franchise aidera à faire passer
vos messages et ira jusqu'en Afrique, évidemment. Merci, je l'espère, même si je n'en suis pas très sûr. Ah, soyons optimistes. Voyons, soyons toujours optimistes. C'est l'optimisme de l'action. Merci beaucoup. Merci.